Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 6 mai. Le torchon brûle entre Khartoum et Abu Dhabi. Le Soudan annonce rompre ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis, accusant ce pays du Golfe d'État agresseur, soutenant les forces de soutien rapide. Nouveau massacre de l'entité sioniste dans la bande de Gaza. Au moins 37 Palestiniens sont tombés en martyrs ce mardi, dont 18 dans une frappe ayant visé une école abritant des déplacés dans le camp de Boreij au centre. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, condamne le plan de l'entité sioniste consistant à changer fondamentalement le système d'aide actuel à Gaza pour en prendre entièrement le contrôle et la distribution. Nouvelle série de frappes de l'aviation de l'entité sioniste au Yémen. Au moins 3 Yéménites sont tombés en martyrs, notamment dans des bombardements ciblant l'aéroport de la capitale Sanaa. Et puis dans le conflit russo-ukrainien, Moscou affirme que les chances de parvenir à un règlement pacifique en Ukraine seraient réduites si l'Occident continuait à fournir des armes à Kiev. Bonsoir à tous. Le Soudan a rompu ce mardi ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis et a rappelé le personnel de son ambassade d'Abu Dhabi. Le Conseil de sécurité et de défense au sein du Conseil de souveraineté a qualifié les Émirats arabes unis d'État agresseur, accusant le pays du Golfe de soutenir les forces de soutien rapide. Depuis plus de 2 ans, le monde entier suit le crime d'agression contre la souveraineté du Soudan, son intégrité territoriale et la sécurité de ses citoyens perpétrés par les Émirats arabes unis et par l'intermédiaire de leur agent local, la milice terroriste et rebelle des forces de soutien rapide FSR et de son soutien politique. Lorsque les Émirats arabes unis ont été certains de la défaite de leur agent local qui a été vaincu par nos forces armées, l'institution légitime chargée de défendre la patrie et de préserver ses ressources, ils ont intensifié leur soutien et ont consacré davantage de leur capacité à fournir à la rébellion des armes stratégiques avancées. Il a continué à cibler les installations vitales et de services du pays. Le dernier en date étant le ciblage des dépôts de pétrole et de gaz du port et de l'aéroport de Port-Soudan, des centrales électriques et des hôtels, mettant en danger la vie et les biens de millions de civils. Une affaire qui menace la sécurité régionale et internationale, en particulier la sécurité de la mer Rouge. Suite à cette agression continue, le Conseil de sécurité et de défense a décidé ce qui suit. Premièrement, déclare les Émirats arabes unis comme un État agressif. Deuxièmement, rompre les relations diplomatiques avec elle. Troisièmement, retrait de l'ambassade et du consulat général du Soudan. Et sur le terrain, tous les vols ont été annulés à l'aéroport de Port-Soudan à la suite d'une attaque de drone. Selon un représentant de l'aéroport, la frappe a visé une zone utilisée par l'aviation civile. Jusqu'à présent, cet aéroport était le seul à assurer des vols internationaux. Aucune information n'a été communiquée sur d'éventuelles victimes. Presque simultanément à l'attaque contre l'aéroport, l'hôtel Marina, situé dans le centre de Port-Soudan, a été, lui, la cible d'une attaque aérienne. L'armée soudanaise a attribué la responsabilité de ces attaques aux forces de soutien rapide. Et les habitants de Port-Soudan ont exprimé leur inquiétude face à l'aggravation des violences dans cette ville portuaire stratégique qui abrite le siège provisoire du gouvernement soudanais. Je ne sais pas ce que les FSR visent avec des frappes qui ciblent les besoins des citoyens en matière de carburant, de diesel et d'électricité. Où vont-ils ? Comme vous pouvez le constater, le marché est peu dynamique.
Ce n'est pas une situation normale. Les gens ont peur maintenant et les habitants vivant à proximité des sites bombardés ont commencé à fuir par peur. Il n'y a pas de pertes humaines à Port-Soudan, mais des infrastructures essentielles ont été endommagées. Nous condamnons ces frappes et espérons la victoire de l'armée. Nous la soutenons et espérons le retour des disparus et la guérison des blessés. Dans le reste de l'actualité africaine, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce mardi un appel téléphonique du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Mohamed Ishaq Tar. À cette occasion, les deux parties ont souligné la volonté politique forte des dirigeants des deux pays de développer les relations algéro-pakistanaises et de les hisser vers les plus hauts niveaux possibles. Les deux ministres ont également évoqué les développements de la situation dans la péninsule indienne. À ce propos, Attaf a réaffirmé la position de l'Algérie qui appelle à préserver les fondements de la sécurité et de la stabilité dans la région en privilégiant le dialogue et la diplomatie et en œuvrant à résoudre les différends par des moyens pacifiques. Représentant le président algérien Abdelmadjid Tebboune, président en exercice du Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, le Premier ministre algérien Nadir El-Arbaoui s'est rendu ce mardi à Freetown en Sierra Leone pour prendre part aux travaux du 3e Forum africain de haut niveau sur la coopération sud-sud et triangulaire pour le développement durable, prévu du 7 au 9 mai. Ce forum continental permettra d'examiner les moyens de mobiliser les ressources et de coordonner les efforts, mais aussi d'examiner les répercussions des transformations que connaît le système financier international et les moyens pour les universités, les communautés africaines et le secteur privé de contribuer à une gouvernance globale et participative au niveau du continent africain. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a dévoilé ce mardi un calendrier pour le processus de paix avec la République démocratique du Congo, où un conflit armé dans l'est du pays a fait des milliers de morts, ajoutant que l'accord final devrait être signé mi-juin à Washington. L'entité sioniste poursuit ses bombardements contre la bande de Gaza au 50e jour de la reprise de son agression génocidaire. Depuis le 18 mars dernier, 2507 Palestiniens sont tombés en martyrs et 6711 autres ont été blessés. Par ailleurs, le bilan des victimes depuis le 7 octobre 2023 s'est alourdi à 52 615 martyrs et 118 752 blessés. Et je vous le disais en titre, au moins 37 Palestiniens sont tombés en martyrs dans de nouveaux bombardements des forces de l'entité sioniste survenus ce mardi. Victimes de ces massacres, 18 Palestiniens sont tombés en martyrs dans une frappe ayant ciblé une école abritant des déplacés dans le camp de Boreij au centre de la bande de Gaza. Au volet diplomatique, le Qatar a affirmé que les efforts de médiation concernant la bande de Gaza se poursuivent malgré la situation difficile, appelant à une pression internationale plus soutenue afin de trouver des solutions permettant notamment l'entrée des aides dans l'enclave palestinienne. Nos efforts se poursuivent malgré la difficulté de la situation et malgré la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza. Nous mettons l'accent sur la nécessité de mettre fin à l'utilisation de l'aide comme arme, une pratique à laquelle Israël s'est livré pendant cette période et depuis le premier jour de la guerre. Nous ne pouvons accepter que l'aide humanitaire soit utilisée comme un outil de guerre ou comme un moyen de négociation. La fourniture de l'aide, où que ce soit et quel que soit le conflit, ne devrait jamais être liée à un chantage politique de la part de quelconque parti.
Et de son côté, la Chine s'est opposée à la poursuite des agressions dans la bande de Gaza, notamment après l'annonce par l'entité sioniste de son prétendu plan de conquête de l'enclave palestinienne. La Chine suit de près la situation entre la Palestine et Israël et s'oppose à la poursuite des opérations militaires israéliennes à Gaza. Nous espérons que toutes les parties mettront en œuvre l'accord de cessez-le-feu de manière continue et efficace, en revenant à la voie correcte de la recherche de solutions politiques. Et l'entrée des aides humanitaires est bloquée depuis plus de 2 mois par l'entité sioniste. Les médicaments, la nourriture et plusieurs produits essentiels sont de plus en plus rares. D'ailleurs, les organisations humanitaires opérant dans la bande de Gaza ont mis en garde contre une famine généralisée parmi les habitants de Gaza. Depuis près de 2 mois, depuis la suspension de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, la situation humanitaire est devenue encore plus critique. De nombreuses personnes ont des besoins encore plus qu'avant, après le cessez-le-feu de janvier et février. Le Comité international de la Croix-Rouge soutient les cuisines communautaires qui fournissent des repas chauds à des milliers de familles chaque jour. Nous pourrons continuer à fournir ces repas que pendant 2 ou 3 semaines maximum, à moins que ces cuisines ne soient approvisionnées et réapprovisionnées immédiatement. L'hôpital de campagne du CICR à Rafah, seul hôpital pleinement opérationnel de la région de Rafah, pourra également continuer à fournir des services vitaux aux blessés et aux patients pendant quelques semaines encore. Et je vous en parlais en titre, à l'heure où tous les voyants sont en rouge à Gaza, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, a condamné le plan de l'entité sioniste qui consiste à changer fondamentalement le système d'aide actuel à Gaza pour en prendre entièrement le contrôle et la distribution et restreindre son accès. Sohila. Après toutes les horreurs commises par l'entité sioniste à Gaza depuis le 7 octobre 2023, il semblerait que Netanyahou et son gouvernement en veulent toujours plus. Le plan militaire sioniste visant entre autres à restreindre l'aide humanitaire à Gaza ne passe pas. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies est monté au créneau ce mardi, rejetant ce plan qui vise, selon le porte-parole du bureau de l'OCHA, à fermer le système d'aide existant à Gaza, ce qui contrevient aux principes humanitaires fondamentaux. Nous n'acceptons pas une proposition et un plan qui ne respectent pas les principes humanitaires fondamentaux d'impérialité, de neutralité et d'indépendance de l'aide. Ce qui a été proposé vise à contrôler et à restreindre davantage l'approvisionnement, ce qui est contraire à ce qui est nécessaire. C'est clairement un chantage à l'aide humanitaire que les dirigeants sionistes instaurent ouvertement. Une instrumentalisation flagrante d'un droit légitime que les lois internationales garantissent à tout être humain, même en temps de guerre. Le silence assourdissant de la communauté internationale permet à Netanyahou depuis 19 mois de faire de la faim une arme de guerre. Il semble s'agir d'une tentative délibérée d'instrumentaliser l'aide et nous mettons en garde contre cela depuis très longtemps. L'aide doit être fournie en fonction des besoins humanitaires à ceux qui en ont besoin. Cibler en priorité ceux qui ont le plus besoin et ne doit en aucun cas être utilisé comme une tactique pour déplacer des personnes. Mais en vérité, il n'y a plus d'aide à distribuer car les opérations humanitaires ont été étranglées par les fermetures. Le blocus hermétique imposé par l'entité sioniste depuis le 2 mars dernier n'a fait qu'aggraver la crise humanitaire à Gaza, au point où les différents programmes alimentaires onusiens n'ont plus de réserve et donc plus aucune aide à offrir aux Gazaouis. Pendant ce temps, en Cisjordanie occupée, l'entité sioniste a entamé un plan visant à démolir une centaine d'habitations, notamment dans les camps de Tulkarem et Noor Shems, sous blocus. Maria Chouillard. En Cisjordanie occupée, les scènes de démolition se répètent inlassablement. Ce matin encore, des bulldozers sionistes ont rasé plusieurs habitations palestiniennes dans le secteur de Noor Shems, Tulkarem et leurs environs. Une opération de destruction massive qualifiée de véritable sadisme qui dure depuis maintenant 100 jours.
Les villages de Masafer Yatta, là où le documentaire oscarisé en mars dernier, No Other Land, sur le quotidien des Palestiniens, luttant contre l'occupation sioniste avait été tourné en grande partie, on a été la cible dernièrement. Désormais, il n'en reste que des ruines. Une importante armée israélienne a envahi le village. Ils ont commencé à détruire des maisons avec des bulldozers après avoir forcé des familles à quitter leurs maisons, les expulsant, enfants, femmes et hommes, confisquant leurs biens et détruisant les maisons les unes après les autres. Il ne reste presque plus aucune structure dans la communauté. La démolition se poursuit encore aujourd'hui. Depuis le 7 octobre, les colons ont établi 3 avant-postes illégaux autour de cette communauté pour créer de plus en plus de colonies israéliennes illégales dans la région. Sur les ruines encore fumantes, un drapeau sioniste flotte, comme une signature des auteurs de l'épuration ethnique. Ces terres, pourtant reconnues comme palestiniennes par le droit international, deviennent les scènes d'une appropriation brutale, visible et assumée, du moins qu'on puisse dire. Pourquoi devrions-nous partir? Nous voulons mourir ici, nous voulons mourir sur cette terre. Cette terre nous est précieuse et nous en sommes les propriétaires. Derrière cette opération, l'intention semble claire, effacer méthodiquement la présence des Palestiniens, de leur existence même sur une terre qu'ils n'ont jamais quittée, dans le but criminel d'annexer progressivement leur terre au soi-disant État sioniste. Un projet qui ne sera jamais concrétisé puisque le peuple palestinien n'abandonnera jamais sa cause juste. Ce qui se passe dans les camps de Nour el-Shams est un crime commis par l'occupation. Nous avons été surpris par un nouveau plan, une nouvelle carte de l'armée israélienne qui prévoit la démolition de 48 bâtiments. 48 bâtiments dans le camp de Nour el-Shams qui regorge de résidents, compte 48, 5 ou 6 appartements chacun. Des maisons sont détruites par des bulldozers, ce qui entraînera une destruction aveugle. Au cours des 100 derniers jours, une majeure partie de la Cisjordanie a été soumise à un blocus criminel, à des cambriolages répétés et à des attaques systématiques et méthodiques contre les maisons, les infrastructures et les citoyens. Au milieu des gravats, il ne reste plus que des souvenirs, des clés sans porte et un drapeau étranger à cette terre, planté dans la poussière. Un drapeau qui ne symbolise pas la souveraineté. Je vous en parlais en titre, le Yémen a été touché ce mardi par de nouvelles frappes aériennes. Les forces de l'entité sioniste ont bombardé une centrale électrique, une cimenterie, mais surtout le principal aéroport du pays, celui de la capitale, Sanaa, où 3 personnes ont été tuées. Ces frappes auraient visé 3 avions civils, la salle d'embarquement, la piste d'atterrissage, mais ainsi qu'une base aérienne militaire. Ces frappes ciblant l'aéroport de Sanaa surviennent au lendemain de bombardements ayant touché un quartier densément peuplé de la capitale. Les habitants ont accusé les États-Unis pour avoir ciblé des civils innocents. Amel Amzian-Zitouni. 14 blessés et des installations civiles gravement endommagées. C'est le bilan des frappes aériennes sur un quartier densément peuplé de la capitale yéménite Sanaa. Les habitants du quartier condamnent les États-Unis pour avoir ciblé des civils innocents. Hier, nous étions assis tranquillement. Certains dormaient même. Nous rentrions du travail quand soudain, nous avons entendu une forte explosion en pleine rue. Parmi les habitants d'un quartier résidentiel, ils visaient des civils innocents. Il n'y avait aucune cible militaire, rien du tout. Les responsables Houthis ont répondu aux frappes aériennes avec défi. Ces frappes aériennes américaines et celles britanniques précédentes n'ont pas réussi à modifier notre position. Notre soutien au peuple palestinien est ferme. Il s'agit d'une position de principe, idéologique et religieuse. Ces attaques n'ont eu aucun impact sur nos opérations militaires. Après que les Houthis ont annoncé avoir tiré un missile sur l'aéroport Ben Gurion, principal aéroport international de l'entité sioniste, le porte-parole militaire du groupe Houthi a déclaré un blocus aérien total contre l'entité sioniste. Il a déclaré que tous les aéroports sionistes étaient désormais considérés comme des cibles dans le cadre de la campagne de soutien des Houthis à Gaza.
L'attaque a eu lieu dimanche matin lorsqu'un missile balistique Houthi a ciblé l'aéroport Ben Gurion, blessant 8 personnes et laissant un cratère de 25 mètres de large à quelques mètres de la tour de contrôle, selon les médias sionistes. La chaîne de télévision Al Masira, contrôlée par les Houthis, a rapporté que l'entité sioniste et les États-Unis ont lancé au moins 48 frappes aériennes sur la province yéménite de Hodeïda lundi. Les frappes ont tué au moins 2 personnes et ont blessé 42 autres, selon les autorités sanitaires dirigées par les Houthis. Le même jour, les forces sionistes ont confirmé avoir mené des frappes aériennes à grande échelle sur Hodeïda. Selon les médias américains, cette frappe aérienne sioniste a été menée en coordination avec les États-Unis. Dans le dossier du nucléaire iranien, un responsable iranien a indiqué que le 4e cycle de négociations en direct entre Téhéran et Washington se tiendrait dimanche prochain à Mascate, la capitale omanaise. L'émissaire américain Steve Witkoff a lui confirmé que le 4e cycle de négociations sur le nucléaire iranien aurait bel et bien lieu à la fin de cette semaine. Dans le conflit russo-ukrainien, Moscou a indiqué que les chances de parvenir à un règlement pacifique en Ukraine seraient réduites si l'Occident continuait à fournir des armes à Kiev. Cela vient en réponse à un rapport de Reuters selon lequel les alliés occidentaux de l'Ukraine étaient en discussion sur les fournitures de systèmes de défense aérienne patriotes supplémentaires à Kiev. Quoi qu'il en soit, la fourniture continue d'armes au régime de Kiev retarde les perspectives de règlement et conduit à une escalade de la situation et à des massacres. Il semblerait que ceux qui approvisionnent le régime de Kiev prétendent se soucier des citoyens ukrainiens. Ils tuent des citoyens ukrainiens avec ces fournitures. Et avant de nous quitter, parlant cinéma, 18 films issus des États membres de l'Union européenne seront projetés à Alger, Béjaïa et Oran à l'occasion du 9e festival du film européen en Algérie prévu du 10 au 19 mai prochain. Des films de fiction et d'animation ainsi que des documentaires sont au programme de cet événement. On en parle avec Mohamed Wali Ben Chaban. À la veille de son coup d'envoi, la 9e édition du Festival du film européen s'annonce comme un événement culturel majeur pour les amateurs du 7e art en Algérie. Organisée par la délégation de l'Union européenne en Algérie, cette nouvelle édition se tiendra du 10 au 19 mai, proposera une riche programmation répartie entre les cinémathèques d'Alger, d'Oran et de Béjaïa. C'est un festival qui est important aussi parce qu'il s'inscrit dans un partenariat. Ce n'est pas ici l'Union européenne qui fait un festival, mais en fait c'est le fruit d'un partenariat. Tout d'abord, bien sûr, avec les États membres de l'Union européenne, puisque c'est les États membres de l'Union européenne, les ambassadeurs ici présents, qui présentent des films et qui offrent justement un exemple de leur culture cinématographique dans un contexte bien sûr européen. Mais c'est surtout aussi un partenariat avec les institutions publiques algériennes. Au programme, une sélection de 18 productions cinématographiques contemporaines issues de différents pays du vieux continent. Un moment très important pour les échanges entre l'Union européenne et l'Algérie. Et l'Italie, en étant membre fondateur de l'Union européenne, bien sûr, elle participe, elle est ravie de participer. Et elle présentera un film de 2021 qui s'appelle Il diritto alla felicità, les droits au bonheur. C'est un film qui a participé à beaucoup de festivals dans le monde. On va participer dans les festivals européens avec le film La Casa. Le film, c'est un film qui est basé dans une bande dessinée très connue à l'Espagne. Et bon, c'est un film intimiste qui raconte l'histoire d'une famille. Le père est mort et c'est les enfants qui vont arranger la maison et on parlait des relations entre eux, des relations avec le père. En plus des projections, le festival vise à créer un pont culturel entre l'Algérie et l'Europe. La coopération culturelle entre l'Algérie et l'Allemagne
Ça marche déjà depuis beaucoup d'années. Le Goethe-Institut est ici depuis les années 60. Et alors, on a une longue tradition de coopérer dans le domaine culturel entre l'Algérie et l'Allemagne. On fait aussi beaucoup de participation dans des festivals. Le Festival du film européen en Algérie confirme une fois de plus son rôle de plateforme de découverte, de partage et de réflexion en célébrant la diversité culturelle et l'expression artistique à travers le cinéma. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.